parti pour On marche sur la tête. Vous avez vu que ça avance à une vitesse les jours de la semaine. Ah oui, on est déjà mercredi. Mais moi, pour moi, on était lundi matin. Mais oui, mais parce qu'on est heureux d'être sur Europe 1. Bravo Benaïm, un jour un foulard. Allez, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Je voudrais démarrer cette émission par remercier tous les auditeurs d'Europe 1 et même ceux qui n'étaient pas d'Europe 1 et qui nous ont rejoints entre 16h et 18h et qui participent à l'émission, qui nous appellent au 01 80 20 39 21, qui sont présents et qui font le succès de cette émission. Merci pour toutes vos analyses, pour les débats qu'on peut faire ensemble, pour vos prises de position, pour votre courage. Merci à vous d'être sur l'antenne d'Europe 1 entre 16h et 18h. C'est On marche sur la tête et on va encore aujourd'hui débattre. On va parler d'actualité, on va parler de ce qui se passe et on va parler des solutions qu'on peut trouver et que vous pouvez trouver. Et ce qui est fou, je me rends compte depuis que je fais cette émission, depuis le début de la saison, c'est que parfois les solutions, elles sont dans la bouche des Français. Et pourquoi on leur demande pas de plus leur avis? C'est ça qui est fou. Alors on fait confiance souvent à des mecs qui ont fait beaucoup d'études, des mecs qui sont plus sur le terrain depuis des années et des années et qui ne savent pas ce qu'est la vie des Français au quotidien, mais on leur fait confiance. Mais malheureusement, quand vous êtes pas plus sur le terrain, quand vous êtes complètement déconnecté de la réalité, difficile de faire du bien en français et de pouvoir juguler leurs problèmes. Donc voilà, c'est un petit peu je voulais en parler aujourd'hui et c'est vrai que parce que je suis étonné tous les jours et vraiment incroyablement heureux d'être avec les auditeurs d'Europe 1 qui sont incroyable, vraiment je le dis, c'est fou, la connaissance des sujets, les prises de position à chaque fois, incroyable, vraiment je vous le dis, je suis heureux d'être ici, en tout cas entre 16h et 18h, accompagné d'Olivier d'Artigol qui est avec nous. Bonjour Olivier Cyril, bonjour les amis. Olivier d'Artigol, on avait une réunion à 15h30, je le dis, avec le grand patron d'Europe 1. Oui, il s'est permis d'arriver à 15h45. Voilà, mais c'est pas parce qu'il a mangé 3 merguez à la fête de l'UMA qu'il va nous donner des leçons. Mais c'est bon. Bah oui, merci, vous étiez où, je peux savoir? Mais je n'avais pas l'information. Aïe. Vous n'aviez pas l'information? Non. Ah oui. T'es pas dans la boucle. Quoi, personne vous a dit non de venir? Il y a un statut particulier ici. Non, vérifiez quand même si votre badge marche toujours. C'est Il comme était ça en que ça train de démarre. remonter la pente parce qu'il n'allait pas bien lundi. Là, il allait Je mieux. n'allais pas bien. Oui. Alors, si je peux vous donner un conseil dans la société, si vous voyez que vous ne recevez plus les mails, vous n'êtes plus dans le groupe WhatsApp, normalement, je vous le dis, Il y a des alertes. début de semaine prochaine, des signaux. mardi, votre match ne marche C'est plus. des signaux. Sûr et certain. Je vous le dis. Des signaux faibles pour l'instant. Non, ne vous inquiétez pas, ça va très vite devenir des signaux Vous forts. ferez tout pour le retenir, rassurez-nous. Non. Vous savez quand je peux faire des économies, moi. Et quelle économie ça Vous serait? savez, moi, exactement. Vous savez, moi, je pense avant tout, je pense avant tout à l'entreprise. Bien sûr. C'est comme je vous l'ai dit la dernière fois. Moi, je me réveille tous les matins pour 3 choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Là, il faudrait quasiment une Marseillaise, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait quasiment une C'est le Marseillaise. drapeau là. Oui, merci. Pour l'instant, occupez-vous des retards que vous avez. Merci. Valérie Benaïm est là, un jour un Bonjour, foulard. bonjour. C'est devenu Renault, Valérie Benaïm. Je vous dis, c'est ma passion du moment. On a Renault. J'ai plein Ça de lui va petits- bien, ça lui va très bien. Merci beaucoup. C'est la Gauthier. Renault du Ça va Maroc. très bien. Et manger des boulets 5 minutes avec toi. Et regardez Warzazat tant qu'il y en a. Non mais c'est la Renault de Warzazat, on les connaît, c'est incroyable. C'est un jour un foulard. Je vous dis, c'est un petit plus. Je trouve que ça apporte quelque chose à une tenue. Voilà. Bah écoutez Benaïm, je crois que vous avez trouvé votre style. Merci. En tout cas, je remercie Gauthier qui a dit que Regardez, j'étais s'il vous jolie plaît, avec. s'il vous plaît, il porte un magnifique costume, Ouais. un costume qu'il a acheté encore ce matin chez Tony Boy, au rayon enfant. C'est Fabien Lecoeuf, bien entendu. Je vous rappelle que ces costumes, c'est taille 10-11 ans. Non mais sorry, même mon fils, je peux plus les mettre. Voilà, merci. En tout cas, très beau costume. Bonjour, non Cyril. mais c'est vrai. En fait, vous, un costume, ça nous fait un Spencer. Non mais c'est magnifique, c'est très beau. En tout cas, ça vous va très bien. Ouais. Et vous prenez toujours les manches un peu courtes. C'est Mais là- normal parce que j'aime quand la chemise dépasse. Ah d'accord. Ouais. Bah, Donc à un il y a quelque moment chose qui donné, peut- puis sinon ça fait vite manteau chez moi. Sur moi. Donc, méfiez-vous parce qu'il y a assez de choses qui dépassent chez vous. Va. Là, j'ai des bonnes nouvelles de Brad Pitt aujourd'hui. Non, Tiens, ça y est, ils ouais. ont retrouvé la dinde. Ah, d'accord. De 9 kilos. Elle s'était Bon. sauvée. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Merci. En tout cas, avec ses ventes, ses infos. C'est vraiment exceptionnel. Merci. Non, Gauthier c'est une bonne Lebray, nouvelle. qui est Oui, mon magnifique. Cyril. Regardez, Ah bah oui. je le dis, il a encore mis la tenue de quand on lui a volé son yop. Non mais c'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Bon, merci d'être là. En tout cas. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'être avec vous. Allez, on va démarrer l'émission comme on disait au 19e siècle, tambour battant. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Immigration, le rapport choc d'une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins. Pourquoi je parle de ça? Avant-hier, à Nantes.
à Nantes. C'est incroyable cette histoire. Je vous dis, j'y ai pensé toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce supermarché. On vous en a déjà parlé. Donc il y a une maman qui vient avec son fils au supermarché. Malheureusement, il est handicapé mental. Il met même un casque. Oui, il est autiste. Parce qu'il ne supporte pas le bruit. Et il va aux toilettes. Sa maman, bien entendu, ne peut pas aller avec lui. Et elle s'inquiète au bout de 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Après, elle se dit, je vais rentrer dans les toilettes. Et elle trouve son fils en train de... Voilà, il y avait un garçon qui était qui l'agressait sexuellement, si on peut dire un Algérien de 36 ans sans domicile fixe et sans papier. Et au QTF ou pas? Non, il était visiblement pas au QTF. En tout cas, l'information n'est pas publique pour le moment. D'accord, parce que donc il n'était pas au QTF, mais c'était il était en situation irrégulière. Exactement, donc c'était un clandestin, on est d'accord. Absolument. Oui, voilà. Comment expliquer le si faible taux d'exécution des OQTF? C'est la question à laquelle la députée macroniste et ex-ministre Brigitte Klinkert a tenté de répondre dans son dernier rapport sur l'immigration. Alors, il y a les clandestins aussi. Aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, ça doit être une priorité du gouvernement. Il faut essayer de déjà faire tous les OQTF et aussi d'essayer, aujourd'hui ce clandestin, je vous le dis, mais s'il n'était pas là, aujourd'hui, le petit, vous vous rendez compte aujourd'hui, le traumatisme pour la maman et pour le petit, il a 25 ans, mais franchement, pour ce garçon, non mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais on fait rien. Et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez. Et je trouve justement que la classe politique n'en a pas assez parlé. Pour moi, ça, c'est un des trucs les plus graves qui est arrivé depuis le début de la saison. Je suis d'accord. Non mais vraiment, dans un supermarché, en pleine journée, sur une personne vulnérable, il y a un mec, un abruti, parce que pour moi, c'est même pas, c'est plus qu'un abruti. Faut pas avec avoir de cerveau. Circonstances aggravantes, parce qu'en plus il était alcoolisé. Exactement. Et drogué. Alcoolisé, drogué. Moi, je vais vous dire, quand des gens me disent, oui, attention, les personnes droguées, il faut faire attention parce qu'il faut avant tout les soigner. Écoutez-moi bien, elles sont malades. Pour moi, c'est pas ça être malade. Moi, être malade, c'est quand on l'a pas choisi. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, c'est quelqu'un qui est tranquille et à qui il arrive un malheur, mais c'est pas quelqu'un. Vous savez, moi, on est d'accord, Olivier d'Artigol. Oui. Pour moi, je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, alors, c'est quoi la maladie? On peut dire qu'il souffre d'addiction, mais la maladie, c'est autre chose. Mais ça ne peut pas être le premier critère qui est retenu. Le premier critère, c'est leur acte insupportable, inhumain. On est d'accord. Moi, Olivier d'Artigol, je suis désolé. Moi, je crois qu'il faut encore plus de fermeté au niveau de l'immigration. Je suis désolé, Gauthier Lebray, quand on voit ça, oui. Et au niveau des OQTF, j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, oui, mais attention, les OQTF, attention, il y en a 90% qui sont des gens bien et 10% qui peuvent être dangereux. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'insécurité en France où on ne peut plus faire le distinguo et se dire, attends, on va faire passer des entretiens à l'un et à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors forcément, oui, il y a des gens très bien, malheureusement, qui vont être hors du territoire, mais il faut le faire aujourd'hui. C'est une priorité, Gauthier Lebray. Vous savez, on parle enfin des mesures de rétorsion contre l'Algérie, puisque là, ici, en l'occurrence, c'est un Algérien, avec l'affaire Boualem Sansal. On se dit, il y a Boualem Sansal, donc cet écrivain franco-algérien qui dénonce l'islamisme et la dictature algérienne et qui croupit dans une geôle algérienne en ce moment. Et donc là, j'entends des journalistes se dire, il faut des mesures de rétorsion contre l'Algérie, empêcher que l'élite de ces pays viennent se soigner ici, couper l'aide au développement, pourquoi pas moins commercer, dénoncer les accords de 68. C'est des arguments qu'on utilise depuis des années sur les obligations de quitter le territoire français. C'est très bien d'avoir ce débat-là au moment où Boualem Sansal est injustement emprisonné, mais ça fait des années que certains disent cela sur le sujet des OQTF et qu'ils sont pointés du doigt, stigmatisés, assimilés à l'extrême droite. Donc c'est ça qu'il faut faire maintenant. 01 80 20 39 21, exprimez votre colère ou autre, bien entendu sur Europe 1, on vous attend. Moi j'aimerais qu'on vous donne les détails de ce rapport qui a été publié, le rapport choc d'une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins. Alors il faut savoir, déjà, premier chiffre, dans les grandes lignes, ce rapport révèle qu'en France, les étrangers ressortissants du Maghreb représentent 34% des personnes visées par une OQTF, c'est-à-dire plus d'un tiers, Gauthier Lebray, un peu plus d'un tiers. Oui, le taux d'expulsion des Maghrébins est quasiment similaire à celui des étrangers de toute nationalité. En Europe, le taux concernant les ressortissants du Maghreb s'élève à 9,4% et grimpe à 19% pour l'ensemble des nationalités. On le dit souvent, mais c'est vrai que quand on parle des obligations de quitter le territoire français non exécutées, on parle souvent des 3 pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Et c'est avec eux que se joue aussi un nombre de bras de fer très conséquent
conséquent. Après, il y a l'Afrique subsaharienne qui est aussi un vrai dossier. Et Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, il s'était rendu dans ces pays d'Afrique subsaharienne pour essayer aussi d'augmenter le taux d'exécution des OQTF avec, on le sait, une semi-réussite. Exactement. Je vais vous donner la suite de ce rapport à tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Il est 16h13, on est en direct. Merci d'être avec nous dans On marche sur la tête sur Europe 1. En France, en 2023, il y a eu exactement 137 730 étrangers de toute nationalité qui ont été visés par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Dans le détail, 47 535 étaient des Maghrébins, soit près de 34% d'entre eux. Alors, moi, c'est le rapport de Brigitte Klinkert qui dit ça. Alors, pourquoi elle s'est intéressée et pourquoi elle a pointé du doigt les OQTF maghrébins? Non, elle a fait un rapport chiffré. Et donc après, il y a dans ce rapport tous les chiffres concernant les différentes origines des personnes placées sous le statut d'obligation de quitter le territoire français. C'est intéressant. Mais elle a quand même fait un focus sur les Maghrébins étrangers. Mais parce que c'est aussi... Par rapport au laissez-passer et au bras de fer qu'on fait avec... Exactement. C'est pour montrer l'échec des expulsions et les problèmes qu'on a avec l'Algérie, consulaire qu'on arrive à obtenir. Notamment avec l'Algérie, avec le Maroc, on espère que ça va se régler parce qu'on a quand même fait 3 jours à faire du quad au Maroc, on espère que ça a servi à quelque chose, parce que si c'était pour faire du quad et faire des tours de chameau, on aurait mieux fait de les rester ici. Non mais je vous le dis, ce sera très intéressant de suivre la situation au Maroc. Bien sûr, ça serait très intéressant de la suivre, parce que si c'est pour amener Dupond-Moretti et ma mère et mon père aller là-bas manger des tagines et faire du quad, les mecs, ça sert à rien. Parce qu'on les attend au tournant sur cette affaire. Je suis désolé. Je l'ai dit ici. Moi, c'est bien sympa d'amener toute la ville, ramener 4 avions au Maroc. On peut prendre les paris ici pour faire des quads et pour faire de la plongée sous-marine. Il faut qu'il y ait une amélioration dans le chiffre OQTF Maroc. Non, c'est pas de l'amélioration. Il faut qu'il y ait une énorme amélioration. Parce que si c'est pour aller faire là-bas les gugus là-bas pendant 4 jours à jouer de la derbouka, c'est pas la peine. Ils venaient à la maison, et puis c'était réglé. Non, mais je vous le dis, ça servait à rien d'amener tout Paris pour aller là-bas. Non mais sans déconner, mais je vous le dis, il faut arrêter parce que tout le monde m'a dit j'ai eu des gens qui m'ont dit attention, c'était très important pour les relations moi les mecs, moi je vais vous dire, très important, je retiens qu'une seule chose, c'est les résultats. Aujourd'hui, le gros problème, c'est les OQTF marocains, notamment et de toutes les nationalités d'ailleurs, les OQTF, mais là, on est allé au Maroc pour régler le problème des OQTF marocains. On va voir si ça va être réglé et si le Maroc va pouvoir accueillir ces ressortissants qui sont frappés d'une OQTF. On va voir. Et globalement, ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport Klinkert, Brigitte Klinkert, elle analyse en fait pourquoi il y a un fiasco. Pourquoi il y a un fiasco de l'éloignement des sans-papiers en France. Elle parle d'obstruction des pays sources, elle parle d'annulation judiciaire massive, et elle parle aussi par exemple, du refus d'embarquer quand il y a un refus d'embarquer. Alors, ce qui est énorme, mais moi c'est ça qui me rend fou, ça c'est incroyable. Je vais vous dire, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous allez vous dire, on marche vraiment sur la tête. Vous savez pourquoi des OQTF restent souvent sur le territoire? Parce que c'est énormément de cas. Vous savez quoi? En 2023, 1700 refus ont été enregistrés. Plus de 140 par mois de personnes qui refusent d'embarquer dans l'avion. Non mais les gars, mais on n'est pas au Club Med là. Non mais les gars, mais on est où? On est au Club Med? Donc le mec, non, finalement non, moi j'embarque pas là. J'ai un ping-pong à 17h là, les mecs, c'est bon là. J'ai même pas fait ma valise. Non mais vous croyez quoi? Non mais les mecs refusent d'embarquer. Non mais c'est extraordinaire ça quand même. Ce rapport pointe du doigt une hausse des refus d'embarquer dans l'avion du retour, alors que l'expulsion a été validée par la justice. Mais les mecs, mais on est dans quel pays? Excusez-moi. Une situation d'insubordination et le commandant de bord dit dans ces conditions-là. Mais arrêtez, mais l'avion ne décolle pas. Mais les associations. Mais les mecs, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du laxisme? Vous vous rendez compte? Non mais sans rigoler, Gauthier Lebray, les mecs refusent de monter dans l'avion. Mais moi, je vais les faire monter dans l'avion. C'est ce que dit Olivier est très juste en fait. C'est parce que vu que il n'y a pas souvent de charter. Vous savez comment résoudre la possibilité, c'est de faire des avions 100% consacrés aux obligations de quitter le territoire français. Parce que là, il n'y a pas de problème. Si vous les mettez dans un vol de ligne et que vous avez des touristes, des gens qui font l'aller-retour entre deux pays, et bien le pilote dit moi je décolle pas parce que ça va créer un trouble dans l'avion, donc c'est hors de question de décoller. Mais les mecs, les mecs, on peut pas leur mettre des mecs de sécu. Mais ils sont avec des policiers, ils sont encadrés par 2 policiers. Il faut des avions pour empêcher cela, dédiés. Les charters de Nicolas Sarkozy. Exactement, les charters. Ou bien, je vais vous dire, vous croyez vraiment que tous les avions sont pleins? Toutes les heures, tous les avions sont pleins? Moi, je vais vous dire, on prenait un carré un peu au bout de l'avion, et voilà, et vous prenez une dizaine de places ou une quinzaine de places au fond de l'avion, vous allez voir si ça se passera très très bien. Vous mettez 3 mecs de sécu et tout se passera très bien. 3 policiers, c'est bon. Non mais les mecs, arrêtez, ça c'est vraiment nous prendre pour des cons, excusez-moi. Et je vois comment vous me regardez, vous me dites oui Cyril, on nous prend pour des cons. C'est les pilotes souvent qui empêchent
le décollage. Non, mais les pilotes, oui, parce qu'ils arguent du fait qu'il y a des familles dans l'avion, qu'il y a des enfants. Oui, mais si on leur dit, écoutez-moi bien, tout va bien se passer et on va les encadrer par 4 policiers, ils vont être au fond de l'avion, tout va bien se passer, mais c'est comme ça. Je crois pas qu'il y ait un pilote qui va refuser de décoller. Non mais dans ce pays, de toute façon, tout le monde fait la loi. Non mais le mec qui veut pas prendre l'avion, non mais les mecs, j'ai pas fini ma valise là. Je dois aller acheter des Burlington, là il manque des chaussettes pour rentrer. Non mais les mecs. Mais vous savez que Bruno Retailleau a repris les charters. Hein. Bah oui, il a fait 3 charters depuis qu'il est arrivé place Beauvau. C'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy. Et avant Nicolas Sarkozy, c'est Charles Pasqua qui a lancé le premier charter. Donc c'est aussi une solution, c'est remettre les vols avec 100% de passagers qui sont des OQTF. Moi je vais vous dire, Gauthier. Aux pilotes même, et je rien contre les pilotes, moi j'adore les pilotes, ils sont hyper sympas à chaque fois. Voilà, on est sur Europe 1, il est 16h18 bien entendu. C'est Jean-Marc Dorangeon de dire qu'on est sur Europe 1 parce qu'il m'écrit toujours des textos assez intéressants. Il croyait que j'étais chez ma mère. Merci. À 16h18, je croyais que j'étais chez ma mère en train de faire des pénés à l'Arabiata. Bon, merci. Il est 16h18, on est sur Europe 1. Moi je vais vous dire, moi ces pilotes-là, je vais leur dire un truc très simple. Si ces gens-là étaient dans l'avion, Lola serait encore là. Bien sûr. Philippine serait encore là. Bien sûr. Ce jeune homme, alors lui c'est pas un OQTF, mais bon, c'est un clandestin. Non, mais on peut prendre l'exemple de Claire. Claire, elle a été violée par une personne sous OQTF, elle n'aurait pas été violée dans le hall de son immeuble. Oui, mais eux vont vous dire, ils peuvent pas se permettre de gérer. Par exemple, imaginons une bagarre en plein vol. Valérie Bénet, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'en ai marre des gens qui vont me dire. Plus personne ne dit rien à un moment. Il faut arrêter des gens qui disent et des gens qui ne disent pas. À un moment, il faut de la fermeté. Je vous le dis, à un moment, ça suffit de donner la parole à tout le monde et que tout le monde donne son avis. C'est-à-dire que maintenant, le pilote va dire, moi aussi, il y a le steward aussi qui va dire non, parce que j'ai que du sucré et du salé. Apparemment, ils mangent pas sucré-salé. Il y a des diabétiques là, il y en a qui mangent pas de sucré. Non mais les mecs, arrêtez de dire des conneries. Surtout là, de quoi on parle, Cyril? On parle de ceux qui ont un laissez-passer consulaire puisqu'ils sont dans l'avion. Donc déjà, c'est la part minime des obligations de quitter le territoire français. Là où ça a marché, là où ça a fonctionné. Pour qu'ils se retrouvent dans un avion, il faut un laissez-passer consulaire. Et sur cela, vous avez entendu mon chiffre, c'est quand même incroyable. Il y en a 1700 qui veulent pas prendre l'avion. Voilà. Ils disent non, c'est bon, non, j'ai pas envie. Les mecs, c'est bon. Là, attendez, là, je regarde 2 minutes. Là, il y a. Non, mais les mecs, vous croyez quoi? Il y a un Colombo sur TMC là. Non, mais les mecs, non, mais sans rigoler. Non, mais où on est? Mais vous croyez que vraiment dans des autres pays, vous croyez que ça se passe comme ça? Non, mais il faut dire les choses au bout d'un moment. Le dossier des OQTF, c'est le plus grand fiasco du moment. Oui, c'est le plus grand fiasco du moment. C'est le plus grand mensonge, moi je le dis, d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait promis 100% des OQTF et on est à 10%. Pas faisable, vous voulez que je vous dise, Gauthier Lebray, moi que ce soit le plus grand fiasco, oui, j'avoue, mais ce fiasco, c'est un fiasco qui est extrêmement dangereux. Moi que ça coûte de l'argent, oui. Mais ça coûte des vies. Mais que ça coûte des vies. Exactement, Gauthier Lebray. Moi, un fiasco qui coûte des vies, ça me dérange vraiment fortement. Et je peux vous dire que ça dérange fortement les Français qui doivent nous écouter sur Europe 1. Et quand ils entendent des affaires comme on en a entendu, des multiples depuis qu'on fait cette émission et depuis que je travaille dans les médias. Il n'y a pas une semaine qui passe. Il n'y a pas une semaine, exactement. Sans qu'on n'en parle pas. Voilà. Donc lui, parce que cet Algérien-là, il va passer au QTF, donc maintenant. Ah, il est en prison. Ah bah oui, d'abord, il va faire sa peine de prison. Il va faire sa peine. Oui, c'est sûr. Parce qu'il fait la peine en France. Mais moi, je vais vous dire comment ça va se passer. Donc, il va faire une peine de prison. Il va être en France. Il va être évidemment mis sous OQTF. On va pas demander le laissez-passer consulaire avant qu'il sorte de prison. C'est ça. Donc là, on va le placer en CRA. Puis le délai va s'arrêter et donc il y a un juge qui va le remettre en liberté ou qui va le mettre dans un hôtel dans lequel il n'ira pas, et il repartira dans la nature. Enfin, je crois pas. C'est ça. Mais excuse-moi, qu'est-ce qui s'était passé pour le meurtrier de Philippine? Il avait déjà commis un viol. Il était dans la nature. Mais il a raison. Peut-être que là, la demande d'OQTF sera demandée en temps et heure. Excuse-moi, c'est pas la majorité des cas. Je vais vous dire, moi, si je peux me permettre, Olivier D'Artigol, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité. J'ai pas l'impression que cette histoire ait fait, comme on dit, un buzz terrible. Et c'est ça qui me dérange. Mais le récit que je viens de faire là, Cyril, c'est exactement ce qui s'est passé pour le meurtrier de Philippine. Il avait violé. Il a été remis dans la nature, il était soi-disant dans un hôtel payé avec l'argent des Français dans lequel il n'était pas. Parce que, je vais vous dire, moi, faites le calcul. Est-ce que les charters, ça coûte plus cher que de les loger tous les jours à l'hôtel, etc. Non. Je vous dis que non. Bah oui, je vous le dis. Surtout que l'hôtel, ils y vont pas. Donc. Exactement. Donc il faut arrêter un moment, Les mecs, un moment, il y a urgence. Il y a urgence. Chaque jour qui passe est un jour où il peut se passer des drames. On le voit tous les jours. Les Français, aujourd'hui, ils me le disent. Aujourd'hui, ils me disent, Cyril, on ne se sent plus en sécurité. Alors, bien sûr que ça ne va pas régler toute l'insécurité en France, ça je voudrais le dire. C'est pas parce qu'on n'a plus un OQTF en France que l'insécurité va passer à 0, ça c'est sûr. Mais à un moment, il faut aller... faut faire point par point, Olivier D'Artigol, on est d'accord. Les Français attendent sur ce sujet-là ou sur d'autres, on les évoque lors de notre émission, le fait que l'objectif puisse être atteint.
que la puissance publique fasse la démonstration que on a dit ça, on l'a réalisé. C'est fait. Voilà. Ça règle pas tout. Mais ça, c'est fait. Alors, dans son rapport, Brigitte Klinkert, elle note également les contraintes de trafic aérien international. Je cite, parce que certains pays tels que la Russie, l'Ukraine, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan rendent, je cite dans le rapport, les expulsions physiquement impossibles. Et elle cite également le Yémen, la Palestine, la Biélorussie et le Liban, où il n'existe actuellement aucune liaison aérienne utilisable pour la mise en œuvre d'éloignement forcé. Alors là, si on règle la situation des pays du Maghreb, déjà... Là, il y a une autre solution. Ouais. Il y a une autre solution qui a été tentée par l'Italie. Bruno Retailleau voulait le faire, mais Michel Barnier lui a dit non. C'est les pays tiers. Évidemment, vous ne pouvez pas poser un avion à Kaboul, parce que les talibans, ils vont pas vous laisser poser un avion à Kaboul. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver des pays tiers avec lesquels vous avez des échanges financiers. C'est-à-dire que vous payez, par exemple, il était question de l'Égypte pour les pays du Maghreb, il était question du Kazakhstan, et voilà. Et ça a été arrêté, ça a été tué dans l'œuf parce que Michel Barnier a dit que c'était pas conforme au droit français. Non mais c'est fou, c'est fou. Je vous le dis, non mais c'est incroyable d'entendre ça et d'entendre des choses. Ils veulent pas monter, ils veulent pas rentrer dans l'avion. Il y a 4 fois plus de personnes libérées des centres de rétention administrative en 2023 qu'en 2019 aussi. Vous vous rendez compte ou pas? 4 fois plus. Parce qu'il y a plus de monde aussi. Et là, c'est Bruno Retailleau, nouvelle solution, qui veut augmenter le délai en centre de rétention administrative. À 2 ans. Dans sa nouvelle loi, non, pas 2 ans, 200 jours. 200 jours, pardon. Dans sa nouvelle loi qui doit arriver en janvier prochain, si le gouvernement est toujours là. Alors justement, on va parler du gouvernement aussi dans un instant. Pour l'instant, vous nous appelez sur cette affaire de ce qui s'est passé à Nantes et de ce rapport de Brigitte Klinkert à 01 80 20 39 21. Et puis on va parler de Michel Barnier. Faut-il avoir peur d'une crise économique et financière, comme l'a dit Michel Barnier sur TF1? Alors il y a Olivier d'Artigol qui dit non. Moi je peux vous dire oui et 3 fois oui. Je vous le dis, tous les voyants sont au rouge. Donc forcément, oui, on peut s'attendre à une crise financière. On demandera à un économiste de venir nous voir demain, parce que là, Olivier d'Artigol, vous m'avez l'air bien optimiste. Mais bon, on va en parler dans un instant. Ce ne sera pas le chaos. Ah si, ça risque. Ah si, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Non mais d'Artigol, je ne le tiens plus. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je ne le tiens plus. Il est 16h33, on est sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir à ce qu'on a dit il y a un instant, en écho à 2 choses, bien entendu, à ce rapport qui a été fait par une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins, et bien entendu en rebond à ce drame qui s'est passé il y a 48 heures avec ce jeune homme qui était avec sa maman, ce jeune homme en situation de handicap, avec sa maman dans un supermarché, qui va aux toilettes et qui se fait abuser par un Algérien sans papier, sans domicile fixe, drogué, alcoolisé. Voilà, merci. Alors il y a Jacqueline qui est avec nous en ligne. Bonjour Jacqueline, merci d'être avec nous sur Europe 1. Jacqueline du Midi. Bonjour Monsieur Hanouna. Bonjour Jacqueline, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vous appelle, j'ai dit à la personne que j'ai eue que j'étais pas très certaine d'avoir envie de raconter la raison pour laquelle, pas de façon majeure, mais la plupart du temps, on est obligé de renoncer à envoyer les OQTF par avion. Ah d'accord, alors vous voulez le dire ou pas Jacqueline? Je vais le dire, mais je voudrais pas que ça serve de modèle. Ah oui, d'accord, je vois le genre, d'accord. Écoutez, parce que vous avez quelqu'un de votre famille vous êtes dans le métier, dans le... Oui, non, je suis pas dans le métier. J'ai simplement mon fils qui pilote à Air France. D'accord. Et qui m'a donné une des raisons pour lesquelles, malheureusement, on ne peut pas toujours accepter les OQTF dans les avions. Alors, il faut les ramener dans leur pays. Je vous sens assez émue, Jacqueline. Ouais. C'est vrai? Ça va, alors vous inquiétez pas Jacqueline, détente, on est sur Europe 1, vous savez, ici tout va bien se passer. Si vous voulez qu'on discute de la vie, même il n'y a pas de problème. Vous savez, moi j'ai de moins en moins d'amis, donc si quelqu'un peut m'appeler, je vais vous dire, ça me fait toujours du bien de discuter avec quelqu'un, vous savez Jacqueline. Mais Cyril, sans nous donner le mode d'emploi, la manière dont les gens agissent amène donc le pilote à dire non. Elle va nous le dire Jacqueline, elle va nous le dire. Je vais vous le dire quand même, mais bon. Si vous voulez, c'est la police de l'air et des frontières qui normalement est à la charge de ramener, de faire monter dans les avions les personnes qui doivent repartir dans leur pays parce qu'elles ont été jugées ou parce que ce sont des OQTF. Et en réalité, au moment où elles savent qu'elles vont monter dans l'avion, elles font leurs besoins dans leurs pantalons. Ah oui. Elles s'enduisent la tête et les épaules. Et forcément, quand vous êtes commandant de bord et que vous voyez quelqu'un dans l'avion,
C'est absolument impossible de l'accueillir dans l'avion. C'est fou, Jacqueline. C'est fou, Jacqueline. Ce témoignage sur Europe 1 est fou. Et on comprend maintenant les pilotes. Je comprenais. Quand tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas possible. Je comprends les pilotes. En plus, c'est vrai que j'adore les pilotes. Ils sont toujours. Voilà. Il y avait forcément des raisons. Je me disais, il y avait une raison. Ah, donc c'est ça l'histoire, vous vous rendez compte? Voilà. Les policiers qui sont à Orly, à la police des frontières, de l'air et des frontières, ils les ramènent, ils les laissent quelque temps pour essayer de les dissuader de recommencer la fois suivante. Après, ils donnent une douche, bien sûr. Mais c'est une des raisons. Et c'est pour ça que, incroyable. Si vous voulez, ça m'ennuie un petit peu de dire ça sur l'antenne. Non, mais Jacqueline, alors franchement, Jacqueline, ne soyez pas gênée parce que c'est extrêmement intéressant et c'est une info qu'on n'avait pas, vous voyez ou pas. Donc quand je vous dis que les auditeurs d'Europe 1 nous amènent des infos incroyables. Du terrain. Il n'y a pas que vous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que vous qui allez l'entendre, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Mais j'imagine que de toute façon, à un moment, les auditeurs d'Europe 1 se passent le message. Bien sûr. Et puis c'est une information. Je vous le dis. Quand j'ai entendu focus sur les refus d'embarquer et qu'il y avait 1700 refus d'embarquer en 2023, je me suis dit, il y a un problème. Donc là, on comprend le souci. Donc, quelle serait la solution là-dessus? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de solution. Ça va très très vite. Et si vous voulez, ça a été confirmé par la police de l'air et des frontières, mais jamais personne ne vous le dira dans cet univers de la police et dans cet univers des pilotes. Jamais personne ne vous dévoilera ce genre de choses. C'est les vols dédiés, c'est la seule solution. Les vols dédiés, c'est la seule solution. Les vols avec 100% de passagers concernés par une expulsion. Voilà, il faut que ce soit des vols militaires. C'est Moi, je incroyable. pense qu'il faut arriver à des vols militaires, absolument, et pas en démordre. On ne pourra jamais renvoyer des OQTF sur des vols réguliers. Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, Jacqueline. Ça, de toute façon, je comprends pas, moi, déjà, cette idée de renvoyer des OQTF sur des vols réguliers. Excusez-moi. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Mais s'ils sont là, ils vont coûter plus cher. Ils vont coûter de l'argent voilà. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment de laissez-passer consulaires, souvent pour remplir un avion en entier? Oui, mais bon, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte, mais c'est le problème. Mais vous vous rendez compte où on en est? Non, mais franchement, quand on entend ça, il faut. Il n'y a pas de solution, je ne sais pas. Je comprends pas. Mais moi, la solution, si j'étais, franchement, peut-être je vais dire une énorme bêtise. Moi, si j'étais, aux affaires, mais je le serai jamais. Mais je le dis. Moi, je mettrais une date. Voilà, je dirais tous les mois. Je vais vous dire, il y a un avion qui va partir. Donc, on va choisir la destination. On va choisir, tous les 23 du mois, il y a un avion qui va partir, je sais pas, on va choisir la destination, Algérie, si vous voulez, puisque c'est un Algérien. Et bien, pendant un mois, ou 2 mois, je vais faire tout ce qu'il faut pour avoir le maximum de laissez-passer. C'est tout, mais il faut, à un moment, les mecs, il faut se bouger le cul, en fait, c'est tout, excusez-moi d'employer cette expression. Mesure de rétorsion. À un moment, il faut dire, voilà, le mois d'après, ce sera peut-être, je sais pas, ou la Russie, ou l'Ukraine, ou la Libye, ou la Syrie, voilà. Mais chaque mois, au moins, il y a un avion qui part. Et on fait le maximum sur les délivrances des laissez-passer. Vous imaginez un avion par rapport au nombre de QTF délivrés, c'est déjà une petite cuillère dans l'océan. Bien sûr, exactement. De 400 000 OQTF par an. Bien sûr, mais donc voilà. Donc remplir un avion, je suis désolé. 200 personnes dans un avion. Franchement, Gauthier, 200 personnes, faut arrêter. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons, excusez-moi. Merci Jacqueline, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci de votre témoignage. Sachez que j'ai voté pour vous. J'espère vraiment que la 8 va rester. Merci Jacqueline, je vous fais d'énormes bisous. Et vraiment, rappelez-moi quand vous voulez sur Europe 1. Et c'était un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup Jacqueline. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. À tout de suite. Un instant, on rebondit bien entendu sur ce qui a pu se passer et sur ce qui s'est passé à Nantes et sur ce rapport qui a été fait, ce rapport choc sur l'échec français des expulsions de clandestins. Et c'est vrai que c'est incroyable. On a eu un témoignage il y a un instant de Jacqueline à qui je refais un énorme bisou, qui était encore extrêmement intéressant et je ne le savais pas. Franchement, ce qu'elle nous a raconté, c'est incroyable. Non, parce qu'on entendait de façon très vague l'argument qui était sur des vols de ligne, il y aura des perturbations, mais on ne savait pas quelles pouvaient être ces perturbations. Oui. Voilà, moi je pensais que ça pouvait être effectivement quelqu'un qui pendant tout le vol hurle, se débat, etc. Mais ce que vient de nous raconter notre auditrice est absolument dingue. On l'avait pas entendu. Parce que il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints. Elle a expliqué, elle est donc maman d'un pilote à Air France, et elle nous expliquait pourquoi les pilotes refusent de décoller parfois quand il y a des OQTF dans l'avion, parce que certains OQTF se passent le mot, font leurs besoins dans leurs pantalons et s'enduisent ensuite avec leurs besoins, rendant impossible leur embarquement. C'est incroyable, incroyable. Daniel est en ligne avec nous, Daniel du Vaucluse. Bonjour Daniel. Bonjour.
Merci Daniel d'être avec nous sur Europe 1. Vous faites quoi dans la vie, Daniel? Alors, je cherche désespérément de partir à la retraite. Ah, très bien. Ramenez-en 2-3 qui sont avec moi autour de la table avec vous. Merci. 2-3, on est 4 quand même. Il reste plus grand monde. Écoutez, il reste qui ici? Il reste que Gauthier. Merci. Ça me va extrêmement bien. Merci. Daniel, on rigole, mais franchement, moi je suis scandalisé par ce qui s'est passé à Nantes. Je suis désolé, mais vraiment, je vous le jure, et je le dis à tous les auditeurs d'Europe 1, j'y ai pensé vraiment toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais vraiment, mais est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de cette banalisation de l'horreur? Parce que je vous le dis, on est dans une banalisation de l'horreur. Hein. Ça, c'est un truc, normalement, mais mec, mais il y a 10 ans, ça, mais je vous dis, mais tout le monde en aurait parlé, ça aurait fait... Mais aujourd'hui, il y a tellement de drames, il y a tellement de méfaits qu'aujourd'hui, ça passe. On passe à autre chose. Je suis d'accord, je trouve que c'est sous-traité médiatiquement. Mais c'est sous-traité, je suis désolé. Ouais. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Daniel, je sais pas si vous pensez comme moi, mais en tout cas, moi, je trouve vraiment que ça devient fou ce qui se passe ici. Alors, je vais plutôt être dans la démarche de vouloir me calmer que pour vouloir me mettre en colère, parce que je suis fatigué d'être en colère. Oui. Et quand on arrête de se mettre en colère et qu'on commence à réfléchir, on s'aperçoit que la politique, excusez-moi l'expression, mais gouvernée par des scatophages, il n'y a pas d'autre mot, et excusez-moi d'utiliser ce terme, mais il faut parler aussi français quand on passe à la radio, c'est un moment de trouver quels sont les points forts sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire pression. En France, nous avons un système pour lequel la France entière se plaint. Ce système-là, c'est le fonctionnement administratif. Moi, je me suis aperçu que dans ma vie, j'avais la possibilité d'avoir droit, sauf que le jour où je me suis penché sur la loi, je me suis retrouvé face à une situation où la loi disait susceptible d'ayant droit. C'est-à-dire qu'en France, on nous fait la promesse qu'on a le droit, et puis quand on commence à gratter, on n'a pas le droit. L'administration française est une usine à gaz. Je vais vous dire, ce qui tient l'étranger, pour pas dire de nom, parce qu'on va après me traiter d'extrême droite et compagnie. Je suis, moi, fils d'étranger. Mon père a fait la guerre. Mon oncle est mort à la 2e DB à Strasbourg en 1945. Donc je pense que, et je me sens français, mais au plus profond de moi, pour une chose très simple. La première des choses qu'on a fait, c'est l'assimilation. Assimilation. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis d'origine basque, je ne parle même pas le basque, parce que mon père nous a dit, à partir du moment où on est français, vous parlez la langue qui vous accueille. Et voilà, point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour en revenir, elle est simple. Un bug, ça existe, non? Le fait de faire un bug au niveau de l'administration, pourquoi on ne ferait pas un bug? Et de dire, voilà, tout ce qu'on paye à droite et à gauche dans tous les pays étrangers, c'est de dire, voilà, on a été confronté, on a été piraté. Tiens, on a été piraté, et il faut que maintenant, on reprenne tous les dossiers les uns derrière les autres. Et là, on va faire repasser tous les gens par les espèces de filtres et récupérer tout l'argent qui sort de la France et qui nous empêche de faire rentrer. Et ça serait un moyen de pression auprès des différents gouvernements, pas spécialement l'Algérie, mais tous les autres pays d'Afrique noire et compagnie, et de mettre les compteurs à zéro. Voilà. J'aurais 1000 choses à dire, mais j'ai envie de dire simplement ça. Arrêtons de pleurer sur notre sort. Des solutions, nous en avons. Merci Daniel, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci beaucoup Daniel. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez Daniel du Vaucluse. Merci Daniel. De rien. Bonjour, merci. On a Mathieu en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Salut Cyril, ça va? Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Vous habitez en Haute-Savoie, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Je connaissais une dame là-bas. La dame de Haute-Savoie? Moi j'ai déjà travaillé pour toi. Non, c'est pas vrai Mathieu, c'est pas vrai. On a fait quoi déjà? Je te jure que c'est vrai. À l'époque, t'as été dans une boîte de nuit, c'est moi qui t'ai transporté. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Quand je suis allé dans une boîte de... Ah mais oui, je suis allé dans une boîte de nuit. À l'époque, t'avais été invité par le Macumba. Non, j'adore. Cyril au Macumba? Bien sûr. Mathieu, t'as un amour. Merci. C'est vrai, on avait rigolé ou pas? Je me rappelle. Attends, parce que j'ai pas fait beaucoup de boîtes. Hein. C'était où le Macumba? Julien, à côté de Genève. Mais bien sûr, je me rappelle très bien. Sans rigoler. Bah oui, je me rappelle. Et à l'époque, c'était... J'ai sévi. À l'époque où j'ai sévi là-bas, Mathieu.
Bah ouais, il est pas rentré seul. Ah bah là, à l'époque, il était jeune, il était fou. Maintenant, bon, il a vieilli. Bah bien sûr, bah ouais, maintenant, ça y est, maintenant c'est derrière moi tout ça. Hein, Mathieu. Mais à l'époque, mais j'étais un feu follet. Moi, tu me lâchais en boîte, Mathieu. Mais il était là. Là, on avait fait la tournée des Grands Ducs toute la nuit. Hein. Mais c'est vrai, je me rappelle. Ah ouais, c'était bien, c'était très très bien, Et merci. Tiens, c'est justement ça. C'est le Maxime qui m'appelle. Ils veulent que je revienne. Mathieu, on avait rigolé. Merci Mathieu en tout cas d'être avec nous. On avait rigolé, non? Bien rigolé, ouais, tout à fait. Ouais. Vous savez que je me rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien. Ah oui. On avait été dans Genève. Enfin, j'ai très bonne pas soirée. De dossier, mais bonne soirée. Ouais, on donnera pas de dossier, mais Mathieu, tu peux donner le dossier aujourd'hui, je vais te dire. Il y a prescription. Non, il avait été sage. Ouais, non, il avait été sage. Je dis la vérité, il avait été sage. Bien sûr, Mathieu, voilà. Merci Mathieu. Allez, on va rester sur ce témoignage. Merci Mathieu. Mathieu qui habite à Saint-Herblain. Alors Mathieu, on est d'accord. Ce qui s'est passé, Mathieu, on a rigolé là, mais je sais que franchement, ça m'a rendu fou, moi. Je sais que vous aussi, je suis sûr que tous les auditeurs d'Europe 1, c'est terrible ce qui s'est passé quand même. Allô, Mathieu. Je veux dire, à un moment, c'est pas la maman de ce garçon. C'est quoi sa vie derrière? Elle a déjà un enfant qui est malheureusement handicapé. C'est vrai. Maintenant, il faut qu'elle vive avec ça. Comment j'ai vu une émission il y a pas longtemps. La maman de Lola, elle est passée en interview. Elle dit que le papa de Lola, il est mort. Bien sûr. De tristesse, de chagrin. C'est ça. Mais moi, je voudrais que, comme Verdez, comme Guénolé et compagnie, ils sont contents, ils sont fiers de payer les impôts pour ces gens-là, qu'on les nourrisse après. Parce qu'on en fait quoi de ces gens-là quand ils sont en prison? C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui payons les impôts pour ces gens-là. Mais je vais vous dire, Mathieu, moi, quand j'entends des gens comme Thomas Guénolé, Thomas Guénolé, c'est un politologue qui est dans mon émission, quand j'entends même Thomas Guénolé qui me dit les personnes droguées sont des personnes malades, il faut les soigner, il ne faut pas il faut pas les laisser pour compte, voilà. Et quand il va me dire que ce monsieur là, enfin ce monsieur d'ailleurs pour moi c'est même pas un monsieur, c'est un monstre. Excusez-moi, pour moi c'est un monstre, celui qui a fait ça. Voilà, il faut le soigner, il faut penser à le soigner avant tout. Et mais écoutez-moi bien. Très bien répondu. Mais oui, bien sûr. Mais écoutez-moi bien. Moi, ceux que j'ai envie de soigner, ceux de qui j'ai envie de m'occuper, c'est le jeune homme de 25 ans. C'est la maman derrière, c'est pas de ce mec-là. Ce mec-là, j'ai pas envie de le soigner, j'ai pas envie de m'en occuper, excusez-moi. Je suis désolé, pour moi, c'est... Mais moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ça devient... Mais c'est honteux. Et moi, je vais te raconter une petite histoire, Cyril. Parce que tous les soirs, je regarde ton émission et merci, Mathieu. Ça me fait bondir. Ah oui. Parce que quand on entend Verdez, j'ai rien contre lui, mais Verdez, Guédonné, ils parlent que faut les gens, faut les accueillir, tout. Moi, quand je suis rentré en Suisse, il y a un peu plus de 20 ans en arrière, on rentrait pas comme ça en Suisse pour travailler. On avait un permis, ça appartenait au patron. Et pendant tant de temps, fallait qu'on reste chez le même employeur. Et moi, qui suis français, d'origine française, je vais pas appeler ça du racisme, parce que pour moi, c'est pas du racisme. Mais j'ai entendu, j'ai connu le sale français. Qu'est-ce que tu fais à venir bosser là? Comment tu viens nous piquer le pain de la bouche et compagnie. Ben moi, je me suis tué et je me suis adapté. J'ai vécu avec ça et aujourd'hui je suis encore en Suisse et je remercie le pays qui m'a accueilli pour travailler. Je ne crache pas dessus en fait. Et en fait ça m'énerve les gens qu'on accueille à bras ouverts et qui crachent sur la France tout le temps, qui sont jamais contents, ça va jamais, ils ont jamais assez. Mais chez eux ils ont quoi chez eux? Ils ont rien. Et c'est insupportable, Mathieu. Je vous le dis, aujourd'hui, moi, tous les jours, je deviens fou. Je vous jure que c'est vrai. Parce que j'aime tellement ce pays, j'aime tellement les Français, qui sont, je vous dis, et aussi la tolérance des Français, l'intelligence des Français. Non, mais je vous jure. Et la connaissance de tous les sujets. On le voit tous les jours sur Europe 1. Aujourd'hui, vous pensez quoi? Vous pensez, les Français sont des gens extrêmement tolérants. C'est des gens qui laissent une deuxième chance, qui veulent, voilà. Et aujourd'hui, ils se disent, aujourd'hui, on nous prend pour des jambons, en fait. On nous prend pour des cons. Je suis désolé. Parce que aujourd'hui, on a l'impression, je vous le dis, que les décideurs ne s'occupent pas des Français. On a l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Je suis désolé. Les Français se sentent abandonnés. Dans tous leurs problèmes du quotidien, ils se sentent abandonnés. Autant sur le problème, on l'a déjà dit, du pouvoir d'achat, sur le problème des fins de mois ou des milieux de mois, où ils ont même plus 10 € pour pouvoir faire manger leurs enfants, alors qu'ils travaillent du matin au soir, et dans un problème de la sécurité. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, une famille, aujourd'hui à Nantes, à Rennes, à Paris, ils peuvent pas sortir en famille le soir, de peur de se dire, il va se passer un drame. Non mais les mecs, on est où?
Excusez-moi, ils font quoi, les pouvoirs publics? On est quand même dans un beau pays, en France. Oui, bah oui. On a la gratuité des écoles, on a plein de choses. Je veux dire, tu regardes en Suisse, pour faire venir les pompiers, c'est 1000 francs. Mais c'est fou. Les pompiers. Je vous dis, même... Les pompiers peuvent même pas rentrer dans un quartier parce qu'ils sont dans un quartier. Écoutez-moi, moi quand j'entends que des policiers ne peuvent pas rentrer dans des quartiers, mais pour moi c'est un aveu d'échec terrible. C'est qu'on a baissé les bras depuis bien longtemps. Mais ça veut dire quoi ça? Mais il est où l'ordre? Mais on est où de dire ça? Mais c'est fou. Je vous jure que c'est fou. Et on se demande comment on va faire parce que, attention, faut pas froisser un tel, faut pas froisser un tel. Mais on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, il faut penser qu'à une seule chose. C'est la sécurité des Français au quotidien, c'est tout. Donc arrêtez de se poser des questions, on va froisser un tel, il va y avoir une association qui va nous dire « Ah bah attention, vous pouvez pas faire ça ». Non mais attendez, un moment je vais vous dire, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne, croyez-moi. Alors ça, c'est clair et net. Ah, je vous le dis, Mathieu. Merci Mathieu. Moi, je suis tout cœur avec la dame, la pauvre dame. Bah, moi aussi. Tout cœur avec elle et je pense qu'on est beaucoup à être tout cœur avec elle. Bien et sûr. Franchement, j'espère que ça ira pour elle parce que non mais c'est terrible. On est tous brassés. Terrible. Merci Mathieu. Et pour son fils, bien sûr. Mathieu, on se revoit bientôt Macumba. Bientôt à Genève, tu viens et puis c'est fermé Macumba, on ira ailleurs. Non mais n'inquiète pas, je me rappelle, c'est une très belle soirée, très belle soirée. Je vous embrasse fort Mathieu, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Faut-il avoir peur d'une crise économique et financière comme l'affirme Michel Barnier, le Premier ministre? On va en parler dans un instant. Et on aura, restez avec nous, Aurélie, le témoignage d'Aurélie qui habite dans la région de Nantes, justement, qui va réagir à tout ce qu'on a dit un instant. Un témoignage très important, celui d'Aurélie. Restez avec nous sur Europe 1. Elle est là et ça va être un témoignage encore qui va marquer. On marche sur la tête, croyez-moi, comme ce qu'on a pu avoir il y a un instant. Hein. Vous avez vu ce que nous a dit Jocelyne, c'était incroyable. Hein. C'est vraiment quel bonheur. Enfin, quel bonheur, c'est un malheur. Mais quel bonheur en tout cas de faire cette émission tous les jours avec tous les auditeurs, 16h, 18h, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, à tout de suite. Cyril Hanouna. Il est 17h03, on est en direct bien entendu sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Dans un instant, faut-il avoir peur d'une crise économique et financière comme l'affirme Michel Barnier? Michel Barnier, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers. Merci, c'est ce qu'a dit Michel Barnier. On en parle dans un instant. Oui, c'est vrai. Franchement. 01 80 20 39 21. On en parle dans un instant. Pour le moment, on a beaucoup de témoignages, je vous le dis. Et on a un témoignage qu'on voulait absolument avoir en ligne. On parlait il y a un instant, Gauthier Leray, pour les auditeurs qui nous rejoignent. On parlait bien entendu de ce qui s'est passé à Nantes. Et on parlait également de ce rapport choc d'une députée et de cette information que nous a donnée une auditrice il y a un instant. Oui, alors plusieurs choses. Déjà, on est parti effectivement de ce terrible drame à Nantes où un jeune garçon en situation de handicap a été violé par un Algérien sans papier, sans domicile fixe, d'une trentaine d'années, drogué et alcoolisé. Et au même moment tombe donc ce rapport sur les OQTF. Je précise que l'Algérien était sans papier mais n'était pas sous OQTF en ce qui concerne le drame de Nantes, sur le fiasco, puisque c'est le mot employé par une députée macroniste. Il faut dire que c'est une députée du camp du président de la République qui reconnaît que c'est un fiasco. Et on a appris en direct. C'est bien de le dire. On a appris en direct parce qu'on se demandait comment se fait-il qu'il y a autant d'expulsions qui échouent à l'embarquement dans les avions de ligne. On ne parle pas des avions charter réservés aux migrants sous OQTF. Dans un avion de ligne, comment se fait-il qu'un pilote refuse de décoller quand il a plusieurs sans-papiers sous OQTF? Et une maman d'un pilote Air France nous a appelé pour nous dire que la méthode employée par les personnes sous OQTF, c'était de faire leurs besoins et de s'enduire avec leurs besoins sur leur corps pour empêcher leur embarquement et que le pilote dise je ne peux pas décoller, évidemment. Incroyable. On parlait de ce drame à Nantes, bien entendu. Et on a Aurélie, qui est dans la région de Nantes, qui habite à Saint-Herblain, qui voulait réagir. Et c'est un témoignage important pour nous sur Europe 1. Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là Aurélie, merci d'être avec nous. Et je sais que voilà, vous êtes dans la région nantaise, donc forcément vous pensez à ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est incroyable Aurélie, je vous jure, c'est incroyable. Non. Comment ça se passe à Nantes? Parce que tous les gens que j'ai au téléphone qui habitent Nantes me disent ça, c'est de pire en pire. Ah mais c'est catastrophique, il y a une insécurité qui est abominable à Nantes, on essaye de faire remonter toutes les affaires, mais il n'y a rien qui se passe. Moi j'ai régulièrement envoyé des messages sur des Nantes Info, etc. pour dire que c'est plus possible. C'est le maire PS à Nantes. Exactement. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien de fait.
Exactement, Johanna Roland. Ouais. Et il n'y a rien de fait. Il y a une insécurité qui est totale sur Nantes. Et c'est dramatique. Mais est-ce que Aurélie, vous avez senti un changement avec cette nouvelle maire, ou c'était déjà avant? Jean-Marc Ayrault. Ah non, c'est vraiment. Enfin non, Jean-Marc Ayrault, exactement. Des petites incidences. Oui, c'est vrai qu'avant c'était Jean-Marc Ayrault. Non, totalement, c'était pas à ce point-là. Là, l'insécurité, elle est totale sur Nantes. Je sais. Mais Nantes, ça s'est dégradé en si peu de temps, la situation à Nantes. C'est ça qui est fou. Moi, de ma génération, quand j'avais l'âge de ma fille qui a maintenant 14 ans, on sortait entre copines, on allait se balader dans les centres commerciaux, dans le centre-ville de Nantes. Là, c'est même pas envisageable pour ma fille de prendre les transports en commun. Mais c'était une ville très tranquille, Nantes. Et aujourd'hui, Nantes, c'est devenu, mais les mecs, c'est devenu, on est au Mexique, dans un cartel. Non, mais ça, il faut se promener à Nantes le soir, hein, c'est quelque chose. Non, moi, j'y suis allé. C'est terrible. Ah non, mais personne se procure, Bah oui. Mais c'est pareil à Rennes, on l'a déjà dit, c'est pareil à Grenoble, c'est pareil à Paris. Nantes, franchement, pour être allé à Nantes, moi qui ai vécu longtemps à Paris, mais je suis à Boulogne, c'est pire Nantes. Hein. Ah, bien sûr. Nantes, c'est quelque chose. Hein. Le centre-ville le centre-ville, bien sûr. Là, vous avez tous les restaurants le soir. 22h, c'est terminé. Les galeries commerciales, pour en revenir sur l'événement d'Atlantis. Incroyable. C'est pas étonnant. Enfin, c'est triste à dire, mais ce n'est même plus étonnant. Alors justement, on va revenir sur cette affaire, et c'était dans un centre commercial que vous connaissez bien certainement, Aurélie. Moi, ça me rend fou qu'il puisse se passer ça en pleine journée dans des toilettes publiques d'un centre commercial. Ça prouve la situation déplorable qu'il y a dans cette ville. Est-ce que la maire de Nantes a réagi à ce drame? Moi, j'ai vu aucune réaction. Moi non plus. Sur les réseaux. J'ai pas vu de réaction. J'ai pas vu de réaction non plus. Moi, ça me rend fou. D'ailleurs, si elle souhaite réagir sur l'antenne d'Europe 1, elle n'hésite pas. Franchement, pour moi, c'est trop tard. Excusez-moi. Pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai même pas besoin qu'elle réagisse. C'est trop tard. Au moins. Excusez-moi, c'est trop tard. Quand quelqu'un est pas sur le coup comme ça, pour moi, c'est trop tard. Pour moi, ça, c'est une réaction, mais immédiate. Elle aurait dû déjà recevoir la maman et son fils. Déjà. Mais c'est inadmissible. Excusez-moi, Aurélie. Et elle va venir faire le tour des popotes quand il va y avoir la réélection. Mais c'est inadmissible. Hidalgo et on a Johanna Roland. Voilà. Non, mais Aurélie, moi, ça me rend fou que je sais pas. Peut-être qu'elle a pris contact avec la maman, mais en tout cas, je l'ai pas vu réagir publiquement à ce drame. Non plus. Mais pour moi, parce que ce qui s'est passé là, qui est fou en France, il y a un problème incroyable en France, c'est-à-dire que pour eux, comme il n'y a pas eu de meurtre, parce que je vais le dire la vérité, ça va, ça y est, on passe à autre chose. Mais les mecs, c'est aussi grave, ce qui s'est passé. Je vous le dis, c'est aussi grave. Je voulais aussi témoigner par rapport à la maman. Moi, je suis maman d'un petit garçon qui est handicapé aussi. Oui. Moi, je suis aide-soignante. J'ai pris du temps. J'ai diminué mon temps de travail pour justement m'occuper de lui, pour éviter qu'il prenne les transports pour tous ses rendez-vous, dû justement à l'insécurité. Et quand on entend parler d'aide médicale d'État, quand je vois que pour mon propre fils, j'ai des soins d'ergothérapie, de psychomotricité qui sont pas pris en charge ni par les mutuelles. J'ai une petite subvention de la MDPH, mais c'est dérisoire, c'est même pas du 200 €. Et j'ai des forfaits pour régler tous ces frais médicaux qui sont juste abominables. Je ne m'en sors pas. Mon mari est dans le bâtiment. Je suis aide-soignante, je prends du temps pour moi et on vit comme des chiens. On fait des courses avec des bons de réduction, on met du gasoil, de l'essence quand on est en fin de réserve. On attend des chèques cadeaux à Noël pour pouvoir faire les repas de Noël. On ne vit plus et à côté de ça, on entend qu'il y a de l'aide médicale d'État pour certains étrangers, alors que nous qui travaillons, on peut même pas soigner nos propres enfants handicapés. Exactement. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit, Aurélie? On vit dans le monde des Gilles Verdez, des Thomas Guénolé, des personnes comme ça qui vous font dresser les cheveux sur la tête tous les soirs en disant inepties qui font mal aux Français. Ce sont ces gens-là qui font énormément mal à la France. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous, Aurélie, sur Europe 1. 17h10, on se retrouve dans une minute. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tout de suite. 17h11 et 43 secondes sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu, et on est très heureux d'être avec vous sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h. Vous nous appelez, vous n'hésitez pas. 01 80 20 39 21 pour réagir à tous les sujets. Tiens, parlez-nous de votre situation économique à vous. Dites-nous où vous en êtes. Dites-nous si vous travaillez toute la journée et que vous retrouvez le 10 du mois, vous et peut-être votre famille, à ne pas pouvoir acheter peut-être un cadeau pour vos enfants à Noël. Dites-le nous, tiens. 01 80 20 39 21, puisque comme l'affirme le premier
Premier ministre, on va avoir une crise économique et financière. On croyait qu'on était déjà dedans, hein, mais bon, apparemment, ça va être encore pire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci, il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. Merci, oui, Valérie. Non, mais moi, sur la crise économique et financière, on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, Valérie Benaïm. Suivi la mission, merci. Vous venez de la lancer. Non, pas du tout. J'ai dit on en parlera dans un instant. Valérie Benaïm, les oreilles, c'est comme les fesses, ça se lave. Merci. Elle est élégante celle-là. L'école anglaise. Merci. Aurélie est encore avec nous. Merci Aurélie. C'est leur thé. C'est le tea time. C'est en after eight. L'école anglaise, c'est très très drôle. Un peu de confiture. On a perdu Fabien Lecoeur. On va prendre un peu marmelade. S'il vous plaît, on se calme. Ça va, on peut rigoler un peu. Si on peut plus rigoler, on arrête. Allez, merci. Do you want a cup of tea? Yes, my dear. Thank you. S'il vous plaît, calmez-vous. Allez, merci. Aurélie est avec nous sur Europe 1. Merci Aurélie. Aurélie, je pense que ça vous a fait rire. Je crois, Aurélie, on vous a détendu. Non, et puis c'est triste à dire, mais ça fait du bien de pouvoir partager et d'exprimer. Je ne sais pas si les habitants hors Nantes se rendent compte vraiment de ce qui se passe chez nous et savoir si, oui, des gens plus haut placés peuvent se rendre compte. J'aimerais bien qu'il y ait une émission qui revienne, le Vie ma vie, qu'il y ait un politique qui prenne ma vie pendant un mois, qui s'occupe de mon fils handicapé, qui lui fasse les trajets, et puis moi je prends son statut, son appartement, son fauteuil, etc., et son salaire, et puis on en reparle dans un mois. Aurélie, je vous jure que c'est un truc qu'il faudrait faire avec les politiques. Vous savez que mon ex-mari a fait un projet d'émission comme celui-ci, ça s'appelait une sorte de Vie ma vie, où les hommes politiques prenaient la place des Français, et en fait ils ont au final quasiment tous reculé au dernier moment parce que non mais tu comprends, on peut pas le faire, etc. Et alors qu'ils avaient tous signé pour y aller, pour le faire. Ils reculent tous, mais il ferait mieux de reculer, il ferait mieux d'avancer sur des sujets importants pour les Français. Fait, hein. C'est Sarah Salman, la dernière à l'avoir fait. Mais c'est pas une politique. C'est encore autre chose. Elle a fait avec un politique, François Ruffin. Merci en tout cas. Calmez-vous s'il vous plaît. Ces mots là. Allez, on est avec Aurélie. En tout cas, merci pour votre témoignage, Aurélie. Vraiment, il y a énormément de gens qui viennent de m'écrire pour me dire que votre témoignage était très fort. Donc merci Aurélie. Je pense que ça représente peut-être une grande partie des habitants de Nantes, des habitants de la France, j'ai envie de dire. Aurélie, est-ce que je peux me permettre de vous proposer quelque chose? Oui. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous invite avant les fêtes de Noël à Paris avec votre famille, pour passer 2 jours à Paris, comme ça va vous faire du bien, et bien sûr c'est moi qui vous offre ça, et vous venez me voir au studio. Ce serait avec grand plaisir, au contraire, je pense que les enfants seraient plus que ravis, parce qu'avec les fêtes qui arrivent, les vacances c'est plus possible. Comme ça je m'en occupe. Alors Aurélie, on fait ça dans la semaine du 10 décembre. Ça vous va ou pas? Écoutez, merci. Vous avez combien d'enfants? 2, ça passe. J'ai une grande de 14 ans je passais pas. Oui, c'est compliqué. Niveau budgétaire. 4 là, j'étais en vibreur. Là, j'étais pas bien là. À 4 là, j'ai appelé mon banquier. À 2, on va pouvoir faire ça. Non, vous inquiétez pas, Aurélie. Merci, vous venez avec votre mari. Oui, je pense qu'il va être ravi aussi. Je pense qu'il nous écoute. Et puis, comment il s'appelle? Il n'est pas très chaud. Ludo, j'adore. Moi, ma sœur sort avec un Ludovic. Ah oui? Oui, ma sœur qui est pas sortie avec grand monde, mais je peux vous dire que Ludovic. C'est quelqu'un de sérieux. C'est bien, elle est sérieuse. Mais fidèle ou quoi? Mais attendez, elle s'appelle Fidèle, ma sœur. Bien sûr. Elle est espagnole. Bien sûr qu'elle est espagnole. Alors qu'il est, elle est en train de faire des castagnettes. Croyez quoi, les mecs? Bon, merci. Merci Aurélie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous et on se voit. Je veux vraiment porter tout mon courage à cette maman. Pour vivre à Nantes et avoir un garçon handicapé, je sais ce que c'est pas simple, et encore moins Et Aurélie, est-ce que vous avez vu le courage de cette maman quand même qui est rentrée dans les... C'est incroyable. Moi, j'ai eu très peur pour elle quand j'ai revu les images. À chaque fois que je les revois, je me dis j'ai très peur pour elle aussi. Ce sont ces cris qui ont alerté les vigiles qui se sont précipités pour venir à son secours. Elle a tellement crié, elle a tellement eu peur, et ce cri d'effroi a glacé tout le monde, et c'est pour ça que les vigiles ont pu intervenir. Mais moi, je suis vraiment cette maman, j'y pense tout le temps. Et si elle nous écoute, par hasard, sur Europe 1, j'aimerais vraiment qu'elle nous contacte, ou qu'on puisse la contacter, et que même hors antenne, que je puisse lui parler et lui dire tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose pour elle, ce sera vraiment avec grand plaisir. Merci Aurélie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Aurélie. Et on se voit vite, ça y est, c'est fait. On vous prend en antenne, on organise ça. On a Laurence avec nous. Laurence de Saint-Herblain aussi.
Non, Laurence de la Dôme, comme d'habitude. Parce qu'on m'a mis je suis trop contente de vous avoir. Parce qu'on vous a fait déménager à Saint-Herblain, Laurence. Eh ben, écoutez, comme vous voulez. Moi, je suis contente pour Aurélie. J'aurais bien aimé venir aussi avec vous dans votre émission. J'aurais adoré. C'est mon rêve. Laurence, on va organiser ça. Vous inquiétez pas. Oh là là, je suis comme une dingue. Laurence. Non, mais puis c'était tellement agréable de l'entendre parler parce qu'il n'y a pas qu'à Nantes. Vous êtes où, vous, Laurence? Je suis lyonnaise d'origine. Je suis dans la Dombe. Pays des grenouilles. Oui. Et en fait, j'ai été écœurée. J'avais envie de vomir quand j'ai vu la scène hier. Moi aussi. J'avais réellement envie de vomir. Il y a des films d'horreur où, vous savez, vous pouvez faire tout en une journée, vous avez le droit de tout faire. J'avais l'impression, je me rappelle plus de ce film, j'avais l'impression d'être dans un de ces films en me disant, mais c'est horrible. C'est à ça, moi je suis maman, je suis grand-mère. C'est à ça qu'on est confronté. Comment ces OQTF peuvent rester là? Comment ça? Bon, c'est toujours le mot, mais maintenant, il y en a marre de ça, me rend folle. Comment nous, en tant que maman, Laurence, je vous jure, je devrais pas dire ça. Hein. Mais moi, quand j'ai vu ce mec-là, mais je vous jure que, franchement, je me suis dit, mais si c'est mon fils, mais je vous dis, franchement. Mais t'as envie d'être armé. Non, mais sérieux. Mais c'est insupportable. Et la maman, le courage de la maman. Moi, j'ai dit, personne n'a parlé de la maman. Bien sûr. Maman, mais vous avez vu comment elle arrive vers lui, qu'elle le prend par le callback, et que 36 ans, pas 36 ans, mais tu vas dehors, tu laisses mon fils, et elle aurait été heureusement qu'elle a crié, et j'espère qu'il va prendre perpète. Moi, mes petits enfants, il ne prendra jamais perpète, Laurence. Laurence, il prendra jamais perpète. Croyez-moi, et c'est ça le drame. Il prendra jamais perpète. Il prendra rien du tout. Ça fasse des exemples. Va prendre un petit truc, mais que des gens comme Guénolé se taisent. Quand j'admire Verdès maintenant qu'il lui rentre dans la tête. Parce que il faut arrêter, ça met une ambiance terrible dans votre émission, Guénolé. Terriblement stressante. Vous n'êtes pas tous les mêmes quand il est là. En définitive. Non mais oui, vous avez bien fait, merci. Ça fait toujours plaisir, moi ça me dérange pas du tout. Non mais c'est vrai que ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout, Laurence. J'étais fatiguée de tout ça, et on se demande comment on va pouvoir aider nos enfants et nos petits-enfants. Parce qu'il n'y a plus une ville en France qui est épargnée. Il n'y a plus une campagne qui est épargnée. Ouais. Tu avais des endroits, tu pouvais aller vivre tranquille. Campagne tu disais, aussi maintenant. Allez, plaque l'affaire, je vais prendre un petit appart, je vais être tranquille. Mais non, tu vas dans un marché, tu vas à Action, tu regardes tu regardes si t'as pas un couteau qui va sortir. Tu vas même plus pouvoir aller aux toilettes quand tu vas faire tes courses. Mais on est où? Sérieusement, on est où? Moi, là, en ce moment, j'ai du temps. C'est pour ça que je vous appelle. Ça me fait bien plaisir. Parce que mais voilà, il faut réagir, ça, mais il faut prendre des solutions et politiques. Et puis, je vous dis, maintenant, il faut faire quoi des ministres? Non, mais on va où? Mais c'est quoi cette France? C'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Cette France est incroyable. Et ça fait tellement de peine. Bon, je vous le dis, Laurence, ça nous fait de la peine. Moi, j'ai connu les années 80. Quand je suis venue à la campagne, j'avais l'impression que je changeais d'espace-temps. Mais c'est plus comme ça. C'était tout. On a peur de partout. Nantes, c'est une ville étudiante. On a peur d'envoyer nos enfants étudier à Nantes. Ma fille, j'ai une de mes filles qui a fini un master. Franchement, tout ce que j'entends là, je l'aurais jamais laissé aller à Nantes. Hein. Même si elle est majeure et vaccinée. Mais vous vous rendez compte comment il faut parler? Il n'y a pas un âge qui est épargné. Non, il n'y en a pas. Du plus petit jusqu'à l'ancien. Personne n'est épargné. Exactement. Voilà. Merci, Laurence. Laurence, il faudra qu'on se voit, hein, donc je vais vous inviter bientôt. Mais mon plaisir, mais ma vie, mais je veux. Avec plaisir, Laurence. Franchement, comme ça, on aura l'occasion de se rencontrer. Ça me fera bien plaisir aussi. Alors, écoutez, peut-être appeler Shannon. Shannon. Shannon au standard. Ah, mais Shannon au standard, c'est formidable. Shannon, c'est ma passion. Mais parce que là, je l'ai pas reconnu aujourd'hui parce qu'elle avait un masque chirurgical. Elle part en bloc. Elle part en bloc là aujourd'hui. Elle a un panari à résorber. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je fais de gros bisous. Salut Laurence. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci Lolo. Très sympa Laurence. Très sympa. Très sympa. On a Roland en ligne. Roland, bonjour Roland.
Oh, bonjour Cyril Hanouna, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci Roland d'être là. Roland, 28 ans de Saint-Etienne, le chaudron vert. 29 ans maintenant. 29 ans. Ah bah ça y est, non, alors je peux plus vous prendre, alors ça y est trop vieux maintenant. Ah bah ça y est, j'ai 29 ans. Merci Roland. 29 ans depuis vendredi dernier. Eh ben, bon anniversaire Roland. Vous êtes 95 merci. Il est de 95. Oui, très belle année, très bon cru. Oui, la même année que Gauthier. La même année que Gauthier. Gauthier, il est en 95, mais on a tous l'impression qu'il est né en 65. Pas physiquement, mais dans la tête. Dans la tête. Ouais, 65, c'est un peu tard. Vous êtes Saint-Etienne, le chaudron vert. Ouais, Saint-Etienne. Mais en plus, pour mon anniversaire, Cyril, vous m'avez fait une superbe audience vendredi. En plus. Bah oui, magnifique. Ah bah tiens, vous êtes à plus de 10% de PDA là depuis 3 semaines. Roland, on vient de m'envoyer quelque chose. Et ben vous savez quoi, je vais vous le donner en direct. Il est 17h22, puisque vous parlez de ça. On vient de m'envoyer, sachez-le, le classement de la tranche de TPMP, etc. Voilà, fin d'émission, etc. Le classement des chaînes, figurez-vous. Donc les 9 premières chaînes, je vous le donne. CNews étant 9e position, donc c'est bien. Ils sont devant BFM à 340 000 téléspectateurs. À cette heure-ci, fin d'émission, etc. Ils sont France 5 est 2e, et 8e avec 637 000 téléspectateurs. Ensuite, il y a Arte, 807 000. M6, 1 877 000. France 2, 2 17 000. TMC, 2 96 000. France 3, 2 300 000. C8, 2 324 000. Et TF1 seulement premier avec 3 millions. Incroyable. Ça veut dire, mais ça veut quand même. Les deuxième chaîne. Ça veut quand même dire que pour la première chaîne de la TNT, vous êtes quand même deuxième chaîne nationale. C'est incroyable. À quelle heure 20h40, 20h50, 21h15. C'est incroyable. Eh oui, deuxième chaîne nationale. Deuxième chaîne nationale, 20h50, 21h. C'est incroyable. Voilà, puis j'ai pas les bornes, mais voilà, c'est ce qu'on vient de m'envoyer. C'est fou, hein. Voilà, donc Roland, vous parlez de ça, donc merci. Merci aux téléspectateurs. Roland, merci aux téléspectateurs. Mais de rien, mais ça veut quand même dire, Cyril Hanouna, que la première chaîne TNT est deuxième chaîne nationale de France. Ouais. C'est incroyable. C'est fou. Il y a que TF1 incroyable. Et quand vous prenez. C'est au mois de novembre, donc sur tout le mois de novembre. Mais c'est fou. Et après, je reviendrai au sujet. Alors, Roland, vous savez quoi? Vous restez avec nous. On va en parler dans un instant. On en parle dans un instant. J'adore. Roland, il est incroyable. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. N'hésitez pas à réagir. 01 80 20 39 21. Mais non, c'est parti. Roland, bravo, Roland. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Un seul numéro, 01 80 20 39 21. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné un numéro 01. C'est vrai qu'on en a plus. Normalement, c'était 06, des 07. Bientôt, on va passer au 08 parce que ça va être saturé aussi le 07. Là. Ah ouais, j'ai eu des infos. Par contre, ça reste entre nous, ça bouge pas d'ici. Attention, motus et bouche cousue. Pour le moment, c'est le 01 80 20 39 21. Et il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir à tout ce qu'on a dit sur le rapport choc de cette députée sur l'échec français des expulsions des clandestins qui rejoint aussi ce qu'on a vu, ce drame qu'on a subi, enfin que ce jeune garçon a subi et sa maman dans un supermarché à côté de Nantes, c'est ça. Gauthier Lebré. On a Roland qui est avec nous en ligne. Roland, excellent Roland de Saint-Etienne. Roland, il faut absolument déjà que vous fassiez une émission avec moi autour de la table. Écoutez, sur Europe 1, avec plaisir. Non, mais même à la télé. Écoutez, quand vous... non, mais c'est pas mon métier, mais écoutez, pourquoi pas Roland, il n'y a pas de métier. Vendredi, je dis bien vendredi, ce vendredi, vous êtes avec moi autour de la table. Europe et C8 ? On fait les deux. Non, mais c'est comme vous voulez. Non, mais vous n'êtes pas obligé, mais merci Cyril Hanouna. Roland, c'est fait. On va vous prendre en ligne, c'est lui que je veux vendredi autour de ma table. Voilà. Donc merci. Formidable. Voilà, Roland. Donc voilà, vous serez avec moi. Vous verrez pas Valérie Benaïm, elle est pas là le vendredi, elle est en atelier boulette. C'est dommage. En plus, vraiment. Valérie, c'est vraiment une de mes préférées en plus. Merci Roland. C'est une de vos préférées. Vous savez, c'est un homme de goût visiblement. C'est la préférée de beaucoup d'hommes, vous savez. Patoche a des soucis à se faire. Non, mais c'est même pas Patoche. Mais je vois D'Artigol, il est sur le bail. Je suis pas d'accord. Merci. D'Artigol, ça lui a bouleversé sa vie. Il était tranquille. Mais de toute façon, il va écouter ce que je vais dire. Il va vite comprendre qu'il va falloir qu'il se pousse du bail de Valérie Benaïm. Merci. Roland, alors dites-nous tout. Vous voulez réagir bien entendu sur le sujet, Roland. Ouais, non mais vraiment, c'est un sujet qui est grave et moi j'ai beaucoup de peine pour ce jeune homme. C'est insupportable. Il va être traumatisé à vie, Cyril Hanouna. Il va être traumatisé à vie, ce jeune homme. Il est déjà autiste, c'est déjà énorme et il va être traumatisé. Il va être traumatisé à cause d'un échec français, à cause de défaillance de notre État, Cyril Hanouna. Et ça, c'est ça qui me révolte le plus.
Mais c'est incroyable. Ce qui me révolte le plus. Et surtout, ce que je crains, Roland, moi, c'est les peines derrière. Parce que cette histoire, on va plus en entendre parler, comme d'habitude. Hein. Ça va passer sous silence, on va plus en entendre parler. Il va y avoir tellement d'autres drames, donc on va tous passer à autre chose. Mais on va plus et dans 2 mois, dans 3 mois, on apprendra que ce mec-là est dehors. Hein. Ah, ça, c'est si vous voulez, on va faire la genèse. Hein. Lola, on n'entend plus parler. Oui. Camilla, on n'entend plus parler. Philippines, on n'entend plus parler. Ce sujet de ce jeune homme qui a été agressé sexuellement là à Nantes, est-ce qu'on en a entendu beaucoup parler depuis lundi? Non, non, je vous dis non. Il y a surtout sur nos médias qu'on en parle énormément parce que forcément, on essaie de relayer une information qui, pour moi, est importante pour les Français. Parce que c'est une information, moi ça me dégoûte, moi, ce qui s'est passé. Cette personne-là, pour moi, est un monstre. Alors il a été présenté à un juge d'instruction, puis au juge des libertés. Il a été placé en détention provisoire à la maison de l'arrêt de Nantes. Oui, mais on va voir combien de temps il va rester. De son procès, on va voir combien de temps il va rester. Mais en plus, là, si vous voulez, excusez-moi de cette métaphore, mais c'est un peu le grand chelem, hein. Sans papier, drogué, alcoolisé. Alors vraiment, c'est la totale. des circonstances aggravantes pour la drogue. C'est la totale. Non, mais lui, c'est vrai, c'est le Djokovic du délit. C'est insupportable. Mais moi, ce que je disais, Cyril, pour moi, vraiment, et on a eu ce débat sur l'immigration il y a de ça quelques semaines, Cyril. Et vous savez, moi, je suis pas foncièrement anti-immigrationniste. Pour moi, l'immigration a apporté pas mal de choses, comme vous, comme tant d'autres. Mais au bout d'un moment, Cyril, là, je le dis, peut-être que ça va faire réagir, ou je ne sais pas, mais temporairement, pour moi, pour l'instant, c'est immigration zéro. Je suis désolé, Cyril, c'est immigration zéro. Il faut qu'on fasse le ménage dans notre pays. Il faut qu'on fasse le ménage, on n'en peut plus. Moi, je suis pour faire pendant quelques temps, voir un petit peu l'état de la France, parce que l'état de la France est catastrophique. Hein. Donc, se dire, à un moment, on va essayer de juguler ce qui se passe chez nous, et ensuite, on verra ce qu'on fera. Mais bien sûr. À un moment, ça peut pas être un robinet qui coule, à un moment, et vous dites, à un moment, on peut pas arrêter. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Il y a quelqu'un qui l'avait proposé ça. C'est un puissant fond, Cyril Hanouna, c'est un puissant fond, c'est l'immigration. Et moi, comme je vous le dis, je partage votre avis, c'est ce que je propose. C'est temporairement, c'est immigration zéro. Et vous savez qu'il y avait quelqu'un qui l'avait proposé? Qui avait proposé d'arrêter l'immigration, de faire un moratoire pour regarder la situation, régler le problème des OQTF et reprendre une immigration choisie ensuite. Il s'appelle Michel Barnier. C'était au moment de la primaire des Républicains, quand il était candidat à la primaire pour être candidat à la présidentielle. C'est vrai. Il s'appelait Michel Barnier. Aujourd'hui, je crois qu'il est Premier ministre. Et c'est les mêmes. Après, il faut qu'il le fasse. Gauthier Lebret, après c'est un autre sujet, mais le même Michel Barnier, c'est ceux que le RN et NFP vont se mettre main dans la main, ils vont toper main dans la main pour la motion de la censure. Donc au final, donc à mon avis, Michel Barnier, il en a pour combien de temps, Gauthier Lebret? Vous allez nous donner toutes les infos. Tiens, les infos que vous avez, les indiscrétions de Gauthier Lebret. Roland, vous restez avec nous parce qu'il va y avoir des indiscrétions là de Gauthier Lebret là sur ce qui va se passer, parce que c'est vrai que là, à mon avis là, ça sent pas très bon. Hein. Ça sent pas très bon, exactement. Ouais, ça sent le roussi, comme on dit. Ça sent la censure. Ça sent le Michel. Ça sent le Michel. Michel Sapin. À tout de suite sur Europe 1. Et c'est vrai qu'on rebondit sur ce rapport choc de cette députée, d'ailleurs macroniste, sur l'échec français des expulsions de clandestins. Et on réagit aussi en même temps, bien entendu, parce qu'il y a une corrélation entre les deux sujets, à ce qui s'est passé à Nantes, ce drame avec ce jeune homme handicapé qui a été abusé dans les toilettes d'un supermarché. Roland est avec nous. Pour l'instant, j'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté, parce que ça rejoint bien entendu, puisque toutes les décisions sont politiques. Bien sûr. On en est où du cas Michel Barnier? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on entend énormément de cas de motion de censure. On a l'impression que le RN a pris sa décision. Donc que va-t-il se passer, Gauthier Lebret? Alors c'est simple. La semaine prochaine, tout va se jouer. La semaine prochaine, on a les débats qui reviennent à l'Assemblée sur la sécurité sociale. Et après les débats sur la sécurité sociale, Michel Barnier sera obligé de dégainer un premier 49.3 pour le faire passer. Qui dit 49.3 dit motion de censure déposée de la gauche. Le suspense, est-ce que cette motion de censure est à la fois votée par tout le PS et est-ce qu'elle est votée surtout par le Rassemblement national? Pour le moment, à l'heure où on se parle, Marine Le Pen prépare les esprits. Elle réunit ses troupes demain matin. Tous les députés, les plus de 150 députés Rassemblement national, et ces déclarations vont dans le sens, c'est très clair, d'une motion de censure. La seule chose qui pourrait la faire changer d'avis, c'est que Michel Barnier, contrairement à hier aux 20h, fasse une nouvelle déclaration pour dire qu'il accepte les lignes rouges fixées par le Rassemblement national, c'est-à-dire une réforme de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire pas de nouvelles taxes sur l'électricité, et c'est pas ce vers quoi tend Michel Barnier. Ensuite, il y a un nom qui revient,
au RN, mais pas seulement, parce que évidemment, si vous sortez Michel Barnier, qui a sa place, qui est capable de réunir les Républicains, les macronistes, sans être censuré par le Rassemblement national? Sébastien Lecornu, actuellement ministre des Armées, n'aurait pas de censure automatique du RN, comme Michel Barnier dans les premiers jours à Matignon. Donc voilà pour ce qu'on entend. Le seul risque pour le RN, c'est évidemment, on voit la stratégie de la peur du gouvernement. Alors Marine Le Pen a fait une tribune dans le Figaro pour dire arrêtez de dire n'importe quoi et arrêtez de dire des fake news. Mais le seul risque pour le Rassemblement national, c'est de fâcher un électorat de droite plus classique, qui aime la stabilité, qui n'aime pas le chaos, et qui est important pour le RN pour avoir les 50,1% des voix dans un second tour. Qu'on entend d'ailleurs, et certains, moi j'en ai entendu certains dire, on ne pardonnera pas à Marine Le Pen de voter la censure et de s'allier au NFP. Exactement. Pour voter la censure. Michel Barnier s'est mis dans une situation difficile parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de mettre la pression sur le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, 66 membres, et s'ils obtenaient l'abstention des socialistes, la motion de censure ne pouvait pas passer. Puis, ils ont pensé que le Rassemblement national était dans le bluff pour essayer d'obtenir des derniers arbitrages. Mais là, la situation risque d'atterrir comme l'a présenté Gauthier. On m'a fait une image que je trouve très bonne. On m'a dit Marine Le Pen s'est mise dans une seringue et elle ne peut plus faire marche arrière parce qu'elle est allée tellement loin dans la volonté de censurer que maintenant, si elle dit bah non, je censure pas. Dr House ou quoi? Je savais que ça allait vous plaire. Sans déconner, non, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais vous êtes allé tellement loin, vous savez, c'est quand vous vendez quelque chose et puis après vous dites bah non, je le fais pas. C'est le tube de Harissa, quoi, c'est pareil. Le dentifrice. Exactement, non mais c'est sûr. C'est une métaphore qui vous plaise. Merci, non, moi tout me plaît, vous savez, la seringue aussi, hein. Merci, puisque mon père était médecin, forcément. Ouais, vous savez, voilà, je suis dans le médical. Et grande instabilité sur les marchés financiers. Ouais, c'est vrai. Hier, il y a eu l'article du Parisien disant, rapportant des propos d'Emmanuel Macron, Michel Barnier va tomber, Marine Le Pen va le censurer. On a déjà vu la hausse des taux d'intérêt, et la crainte, c'est que les taux d'intérêt, donc c'est-à-dire que pour évidemment rembourser notre dette, on emprunte, et bien que les taux d'intérêt augmentent encore un peu plus et soient au niveau de la Grèce. Et il paraît que Michel Barnier est très énervé après Pascal Obispo. Pour quelle raison? Parce qu'il pense qu'il a écrit « Je suis tombé pour elle, pour lui ». Exactement. Donc, pour le coup. Voilà, pour le coup, il a bien aimé ça. C'était bien. Il a bien aimé. Il aime bien. Il aime bien. Allez, on a Roland qui est encore avec nous. Roland qui va passer, bien entendu, l'ensemble de la saison avec nous sur Europe 1. Roland, merci. Toujours de Saint-Etienne, hein, bien entendu, le chaudron vert, hein, comme on l'appelle. Ah oui, c'est comme ça qu'on surnomme Fabien Lecoeuf dans les boîtes échangistes. Le chaudron vert. C'est le mini chaudron. Exactement. C'est le mini chaudron. Exactement. Franchement, c'est le mini chaudron vert. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la chaudronnette, quoi. Merci, Roland. Roland, vous vouliez rajouter quelque chose, Roland? Oui, j'aimerais rajouter deux, trois petites choses. Et notamment, par rapport à l'immigration, j'aimerais qu'on ait vraiment un débat apaisé et constructif, parce que même de moi, par rapport à mon histoire personnelle, ma mère est française et mon père est d'origine maghrébine. Donc, si vous voulez, moi, l'immigration, si vous voulez, il y a pas de problème. Mais il faut pas que ça soit n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Et quelque chose, ce qui est symbolique, mais enfin, qui est pas que symbolique, mais pour moi, on devrait rétablir le délit de clandestinité. Mais ça veut dire qu'on. Mais quel est ce pays? C'est pas idiot que ce que vous en pensez, Gauthier Lebray. Mais rétablir le délit de clandestinité, ça a été supprimé par François Hollande, Emmanuel Valls. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que c'était dans la loi immigration de Gérald Darmanin. Évidemment que ça doit être remis. Avant, ça simplifiait les procédures. Dès que vous mettiez un pied en France et que vous n'aviez pas le droit, vous étiez en délit de clandestinité. Et évidemment qu'il faut le remettre, mais à chaque fois, on n'y arrive pas parce qu'on dit aussi qu'il y a des directives européennes qui empêchent de remettre le délit de clandestinité. Retoqué parce que t'es un cavalier législatif. Oui, mais c'est toujours pareil. Oui, c'est intéressant. Oui, alors, ils vont revenir dessus. Il faut dire ce que c'est qu'un cavalier législatif parce que personne ne sait ce que c'est un cavalier législatif. C'est quand on dit on est sur un type de texte de loi et dans la forme seulement et pas sur le fond, cet article n'a pas à se trouver là. Voilà, c'est tout. Merci Gauthier Lebray. Quelle érudition. Si vous me permettez, Cyril. Oui, Roland. Moi, j'ai une amie, par exemple, là, qui veut s'expatrier, qui veut travailler au Québec. Donc là, elle est en train de faire une demande pour immigrer au Québec. Vous savez ce qu'il demande, Cyril, pour immigrer au Québec? Mais je pense qu'on s'en rend pas. Est-ce que votre amie s'appelle Émilie? Parce que je crois que je l'avais vu dans un quartier du Québec. Émilie, c'est pas possible. Non mais oui, d'accord. Ah, mais vous êtes en pleine forme. Merci Roland. J'adore cette chanson en plus. News et chansons. Les chansons faites. Donc Roland, oui, allez-y, je vous écoute. Je l'ai pas regardé dans les yeux d'Émilie encore. Oui. Donc, au Québec. Mais pour immigrer au Québec. Non, mais pour immigrer au Québec, il faut déjà avoir un niveau de français. Il faut justifier de son niveau de français, quand bien même que c'est une langue maternelle.
Donc déjà, il faut avoir une connaissance du français accrue, casier judiciaire vierge, et vous rentrez pas comme ça. D'abord, il y a toute une préparation en amont. Il faut passer des tests de français, des tests d'intégration. Il faut connaître l'environnement dans lequel on vit. Il faut connaître l'histoire du Québec et plus généralement du Canada. Mais Cyril, quel est ce pays, la France, une des top 10 des puissances mondiales, où on rentre comme ça et il ne se passe rien? Mais je vais vous dire, vous savez qui m'a posé la même question? Qui? Non. Diego. Il m'a dit, quel est ce pays? Pardon, pour le coup, vous avez raison pour la métaphore. Les sans-papiers sont un peu libres dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils font. Non, mais c'est vrai que c'est un débat extrêmement important. Mais encore une fois, j'ai vraiment énormément de compassion pour ce jeune homme. Bien sûr, mais moi aussi. Et pour la maman, et la maman qui a été d'un courage incroyable. Mais ils doivent être traumatisés. Ils doivent être traumatisés. Et pourquoi? Après, je pose une question bête. En vrai, vous savez, je suis un Français qui pose des questions bêtes. Mais quand il y a un contrôle de police et qu'on est sans papier, c'est ça. Dans les autres pays du monde, encore une fois, mais on vous prend, on vous met, comme on dit, dans le camtar, et on n'en parle plus, c'est fini. Il n'y a pas de recours. Alors on a un état de droit, d'accord, on a un état de droit pour les citoyens français. D'accord, pas de problème. Roland. On est jugé, il y a un appel, il y a une cassation, et cela, mais pour les sans-papiers, alors ils sont en centre de rétention. Oui. Par contre, il faut faire 8 recours. On a diminué le nombre de recours. Roland et Valérie Vénem, je vous demande juste un petit service à 17h48. Il nous reste, on est jusqu'à presque 18h ensemble. Pour des raisons pécuniaires, j'aimerais quand même demander l'avis de Fabien Lecoeur, parce qu'il n'a pas parlé d'émission. Non, mais c'est important quand même. C'est pour des raisons, c'est pour des raisons de contrat, sinon je ne peux pas le signer derrière. Voilà, c'est un petit peu, c'est délicat. Je pense que l'immigration fonctionne, et je vais rejoindre les propos de Roland, que ce soit en Suisse ou au Canada, parce qu'on peut immigrer dans ces pays-là si on a un compte en banque, si on a un travail, et compte en banque, travail, et la troisième société, compte en banque, travail. Casier judiciaire vierge. Non, il y a un troisième élément, il y a compte en banque, travail. Et un logement. Santé. Voilà, si on n'a pas, et un logement. Si on n'a pas ces 3 conditions, on est donc à la charge de la société ou du pays qui vous reçoit. Et à partir de là, c'est très compliqué. Vous avez jamais pas. Mais c'est très important. Vous avez jamais pensé à aller habiter en Suisse, vous? Oui, j'aurais pu parce que vous auriez été un petit Suisse. Non, c'est-à-dire que j'ai vécu 14 ans avec une Suisse. Ah ouais, très bien. Ah bah oui, Anne Richard est suisse. Elle est suissesse. Merci. Roland, merci. Compte en banque, travail et santé. La santé. Et logement. Merci. Roland, merci. Oui. Ça va, Roland. J'en peux plus. Non, mais il faut arrêter là. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse très fort. Merci Roland, à très vite. On se voit vendredi. On se voit vendredi, Roland. On se voit vendredi. Avec grand plaisir, merci. On a Patrice, justement de Nantes, qui nous appelle. Merci Patrice d'être avec nous sur Europe 1. Et vous allez être le dernier témoignage de la journée. Merci d'être avec nous. Bonjour Patrice. Bonsoir Cyril, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Patrice, merci d'être là. Alors. Oui, je suis nantais, je suis écœuré par tout ce qui se passe actuellement dans ma ville. Je suis né à Nantes, j'ai vu la ville se dégrader et puis je suis écœuré par ce qui s'est passé encore hier. Et je suis avec cette famille, avec ce jeune qui a été agressé, et abusé sexuellement. Oui, c'est terrible, Patrice. C'est terrible et c'est pas si simple à la fois puisque je voulais témoigner moi par rapport aux OQTF qui sont raccompagnés par nos policiers dans leur pays d'origine et qui aussi ont des difficultés puisque on l'a vu il y a un an, le 22 novembre 2023, où 3 policiers français ont raccompagné un OQTF qui avait commis des méfaits sur notre territoire, notamment des violences avec armes, apologie du terrorisme. Ils l'ont raccompagné en Tunisie et ils se sont fait arrêter. Nos policiers se sont fait arrêter en Tunisie et ont été mis en garde à vue pendant 6 heures en Tunisie pour violence policière. Soupçon de violence policière, exactement Patrice, oui. C'est une vraie histoire Patrice. Et ça veut dire énormément de choses Patrice. C'est bien que vous parliez de cette histoire. Merci d'en parler sur l'antenne d'Europe 1, parce que c'est une histoire vraie. Et c'est incroyable. Hein. Et donc, les pays étrangers ne coopèrent pas, donc forcément, c'est compliqué. Forcément que c'est compliqué et puis il faut forcément forcer la personne à monter dans l'avion.
une personne qui était partie du voyage, puisque c'était pas c'était un voyage ordinaire, un vol ordinaire, et a vu que les policiers forçaient un petit peu la personne à monter, et a envoyé une vidéo à la police tunisienne qui a accusé nos policiers de violence. N'importe quoi, Patrice. C'est incroyable d'entendre ça, mais c'est insupportable, ces gens c'est ces gens qui nous font énormément de mal. Je vous dis qu'ils font énormément de mal à la France. Cette personne qui a filmé, moi je n'en peux plus des gens aussi qui filment les policiers et qui s'en servent après et qui disent regardez ce qui s'est passé. C'est insupportable. Je ne supporte plus cette société et ses agissements. Excusez-moi, Patrice, mais merci d'en avoir parlé. On est écœuré tout ça. On est écœuré. Merci Patrice, à vous. Non, Patrice, c'est moi qui vous remercie. Et c'est vrai que Nantes, il y a une urgence à Nantes. C'est horrible ce qui se passe à Nantes. Merci, Patrice, d'avoir été avec nous sur. Merci, on parle de Hidalgo à Paris, mais on a Johanna Roland à Nantes, et c'est la même chose. Bon, nous, on va s'en débarrasser bientôt. Merci, Patrice, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve bien entendu demain à 16h, ici même. Tout de suite, c'est Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.